Vous connaissez Charles Baudelaire, l'un des plus grands poètes du 19e siècle ? Je dirais même que c'est le plus punk aussi. En rupture avec la société et ses codes bourgeois, il exprime sa révolte à travers sa poésie. La laideur du monde, son horreur et les vices de l'âme humaine sont ses thèmes de prédilection. Considéré comme un précurseur de la poésie moderne, il est incompris d'une grande partie de ses contemporains. Critiqué, moqué, condamné, il incarne le poète maudit qui ne trouve pas sa place dans le monde. Lui, l'albatros, le génie tiraillé entre spleen et idéal, se plaît dans sa tour d'ivoire. Mais en 1857, Charles Baudelaire est contraint d'en redescendre. Alors qu'il vient de publier l'œuvre de sa vie, Les Fleurs du Mal, le poète est accusé d'immoralité. Il doit se défendre au cours d'un procès qui va marquer l'histoire de la littérature. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast Europe 1 Studio. Charles Baudelaire, le procès des Fleurs du Mal. Nous sommes au printemps 1857, à l'apogée du Second Empire. Haussmann embellit Paris, les rues insalubres et les cul-de-sac sont voués à la pioche des démolisseurs. On achève le Louvre et on aménage le bois de Boulogne. Il faut du neuf, du propre et du sain. La vie culturelle est d'une intensité et d'une richesse inégalée. Rue de Courcelles, à Paris, dans le salon de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur Napoléon III, on croise des savants comme le chimiste Pasteur ou le médecin Claude Bernard, mais aussi l'élite de la littérature, les Dumas père et fils, Gustave Flaubert, Théophile Gautier et les inséparables frères Goncourt. Dans le grand salon de la Rotonde, le rouge et le vert des tentures contrastent avec les murs blancs et or. Pasteur paraisse dans une copie de fauteuil Louis XV. Alexandre Dumas fils s'entretient avec sa dernière conquête, assis sur un confident à 2 places, dissimulé derrière un paravent chinois. Les frères Goncourt médisent, comme d'habitude, mais avec élégance. La princesse Mathilde, quant à elle, joue du piano avec le talent modéré qu'on attend d'une bonne maîtresse de maison. Tout ici est propre, ordonné, protocolaire. Personne n'aurait l'idée de déposer un cadavre en putréfaction sur une banquette tendue de damas cramoisi. Personne. Pourtant, dans ce salon où la poésie doit être belle, émouvante et de bon goût, on s'intéresse beaucoup à un poète qui a osé écrire des vers sur une charogne, un corps qui est en train de pourrir et de se décomposer. C'est le dernier scandale littéraire dont tout le monde parle à demi-mot, la publication des Fleurs du Mal. On doit ce recueil à un poète parisien quasi inconnu, Charles Baudelaire. Il paraît qu'il n'hésite pas à rompre avec la tradition poétique et à dépeindre ce qui est répugnant. On dit qu'il a une certaine tendance au vice. Alors forcément, on se passe de main en main ce livre car on est curieux. Mais le 5 juillet 1857, un article du Figaro paraît et dénonce les monstruosités morales des poèmes de Baudelaire. Vite, il faut absolument finir ce recueil. L'article a alerté les services de la censure et le livre va être interdit. Oh, mais regardez la princesse Mathilde. Est-ce que ce ne serait pas un exemplaire des Fleurs du Mal qu'elle vient de dissimuler au milieu de ses partitions de piano ? Charles Baudelaire est ce qu'on appelle un dandy, un homme élégant et désinvolte, détaché de tout. Enfin, pas en matière de littérature. Ça fait 15 ans qu'il travaille sur ses poèmes. Il les retouche, les peaufine, les recompose sans jamais en être satisfait. Pourtant, à 36 ans, il pense enfin être prêt pour une publication. Il choisit un éditeur d'Alençon, Auguste Poulet-Malassis, que Baudelaire surnomme Coco Malperché. C'est un éditeur et imprimeur perfectionniste qui aime son travail et qui, pour cette raison, s'est attiré l'amitié de nombreux écrivains. Poulet-Malassis préfère les procédés anciens, imprime sur papier vélin ou verger et recherche l'élégance typographique. Il est à l'écoute de ses auteurs et il se plie souvent à leurs caprices. Il travaille avec son beau-frère dénommé De Broise.
Jamais il ne regrettera d'avoir publié Baudelaire malgré le travail considérable que lui demande le poète et malgré ce que l'édition de cette œuvre va bientôt lui coûter. Le contrat d'édition des Fleurs du Mal est signé le 30 décembre 1856. Le 6 février 1857, le poète envoie son manuscrit à Poulet-Malassis qui lui renvoie ce qu'on appelle des épreuves, c'est-à-dire le livre imprimé mais encore modifiable. Enfermé dans sa chambre de l'hôtel Voltaire, Baudelaire corrige. Et Baudelaire n'est jamais content. Une virgule en trop, des guillemets mal à propos, une majuscule accentuée et l'autre pas. Et ce S majuscule, est-ce qu'il est bien aligné avec les autres lettres ? Il faut que tout soit parfait, absolument parfait. Les mots, la typographie, le papier, la forme des lettres, la mise en page, rien ne doit être laissé au hasard. Il barbouille chaque feuille de sa plume anxieuse. Il rature, ajoute, s'adresse directement aux imprimeurs. Même la page de titre finit remplie d'annotations. Baudelaire trempe et retrempe sa plume dans l'encrier. 2 mois après la signature du contrat, 5 pages seulement sont corrigées et prêtes à être imprimées. L'éditeur confie alors à un de ses amis que les Fleurs du Mal paraîtront quand il plaira à Dieu et à Baudelaire. Dès son plus jeune âge, Charles Baudelaire est en révolte contre sa famille et contre l'ordre bourgeois. Si vous me permettez de faire du Freud de comptoir, il n'a pas des rapports très simples avec sa maman et encore moins avec son nouveau beau-père. Il devient donc sans surprise un jeune homme tourmenté en rupture avec la société. Plutôt qu'une carrière de diplomate à laquelle il était pourtant destiné, il décide de se consacrer à l'art en tant que critique et à la poésie. Il souhaite retracer les agitations spirituelles de la jeunesse moderne. Comme certains alchimistes prétendent transformer le plomb en or, il veut transformer la laideur du monde en beauté artistique. Rien n'est trop laid ni trop sale pour lui. Il parle de mort, de sexe, de drogue, d'animaux en décomposition. Pour Baudelaire, il peut y avoir du beau partout, même dans ce qui a priori nous révulse et nous dégoûte. Il suffit de savoir poser son regard dessus et d'y prêter attention. Le poète se veut subversif et amoral, partisan de l'art pour l'art et rien d'autre. Pour vous donner une idée de sa volonté d'être ouvertement provocateur, sachez qu'il envisage d'abord d'intituler son premier recueil publié « Les lesbiennes ». Dans une société conservatrice comme celle du Second Empire, c'est quand même de la grosse provoque. Finalement, cet ouvrage s'intitulera plus poétiquement « Les Fleurs du Mal ». Le grand jour arrive enfin. Le 21 juin 1857, le premier recueil de Charles Baudelaire est publié à 1100 exemplaires et vendu 3 francs. Le 22, l'éditeur dépose 2 exemplaires à la préfecture et le livre est annoncé par le journal de la librairie. Baudelaire distribue son œuvre à ses amis et l'éditeur, comme le veut l'usage, en envoie en service de presse à des journalistes pour qu'ils en parlent dans leurs colonnes. Rendez-vous compte de ce qui se passe là. À cette époque, Charles Baudelaire, c'est personne, c'est un inconnu. Il n'a publié que 2 fois un ouvrage de critique d'art en 2 volumes et un autre de traduction des œuvres de l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Donc, en dehors des cercles littéraires parisiens, personne ne le connaît. Mais ça suffit déjà à avoir une belle petite bande d'admirateurs parmi lesquels quelques jolis noms. Flaubert, Barbey d'Aurevilly et Victor Hugo qui sentent déjà son immense potentiel. Baudelaire, c'est une révolution stylistique. Fini le classicisme, il se réapproprie l'alexandrin. Alors oui, bon, il fait bien quelques sonnets, mais comme on fait ses gammes. Baudelaire élève la prose au rang d'art subtil et mordant à la fois. Et surtout, il choisit des sujets controversés à l'époque, comme les corps en décomposition dans son poème intitulé « À une charogne ». Mais qui a fait ça avant lui ? Il exprime son angoisse aussi face à la mort et à la maladie, dans La Muse malade. Et oui, c'est la grande époque de la syphilis. Et il ose aborder ce que l'on cache dans les salons les plus feutrés, l'homosexualité féminine, qui est le sujet de Lesbos. Pour Baudelaire, l'écriture doit parvenir à extraire de la beauté dans la laideur. Les sujets les plus triviaux ont leur propre esthétique qui mérite d'être célébrée.
Mais vous imaginez bien que ce n'est évidemment pas de l'avis de tout le monde. Baudelaire s'attire aussi la haine de certains critiques qui jugent son œuvre immorale. Le 5 juillet 1857, le journaliste Gustave Bourdin publie dans Le Figaro un article assassin. Il écrit « Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. » Dans le même journal, quelques jours plus tard, le critique Jules Laban exprime à peu près le même dégoût. Toutes ces horreurs de charniers étalés à froid, ces abîmes d'immondices fouillés à 2 mains et les manches retroussées, devaient moisir dans un tiroir maudit. Il s'en prend au poète lui-même en déclarant « Il y a des moments où on doute de l'état mental de M. Baudelaire. Il y en a où on n'en doute plus. » Le 9 juillet 1857, le journaliste Anatole Claveau en rajoute une couche toujours dans Le Figaro. C'est, en vers admirablement forgé, la plus cadavéreuse poésie qui fut jamais. On la croirait née entre 2 dalles de la morgue, tant elle a la figure verdâtre et tant elle pue le noyer. C'est une sorte de réalisme merveilleux, où la boue, le sang, le vice, le fumier mélangent agréablement leurs odeurs. C'est un charnier. Mais l'affaire de la publication des Fleurs du Mal ne s'arrête pas à quelques querelles littéraires. Dans leur bureau de fonctionnaires impériaux, plusieurs censeurs froncent le sourcil et ajustent leur lorgnon à la lecture de ces articles de presse. Ce Baudelaire semble tout à fait digne de leur attention. Il est impensable de laisser se propager des écrits libertins, en particulier des poèmes lesbiens. Après lecture, ils conviennent que ces poèmes représentent, je cite, « un défi aux lois qui protègent la religion et la morale ». Il est temps de mettre en marche la machine judiciaire. Le poète est convoqué au palais de justice. Pendant 3 heures, Camusat Busserolles, le juge d'instruction en charge du dossier, l'interroge. Baudelaire reconnaît que son unique tort est de compter sur l'intelligence universelle et de ne pas faire une préface où il aurait posé ses principes littéraires et expliqué son point de vue sur la question si importante de la morale. Le recueil des Fleurs du Mal a donc besoin d'un peu de mise en contexte pour être compris par tous ? Le juge se montre compréhensif et Baudelaire n'est pas très inquiet. En février, son ami Gustave Flaubert était poursuivi pour les mêmes raisons à cause de son dernier roman, Madame Bovary. Raconter les aventures extra-conjugales d'une femme, c'était quand même osé. Mais Flaubert a gagné son procès et une belle publicité. Et puis une bonne moitié des 100 poèmes des Fleurs du Mal ont déjà paru dans la presse depuis 1845 sans que la censure s'en offusque. Le 9 juillet, Baudelaire écrit une lettre apaisante à sa mère, Madame Aupic. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il a tort. Le 16 juillet, des exemplaires du recueil sont saisis à Alençon chez l'imprimeur. Le lendemain, le procureur général annonce qu'il a requis une information contre Charles Baudelaire et ses éditeurs, Auguste Poulet-Malassis et Eugène Debroise, ainsi que la saisie de tous les exemplaires du livre. C'est alors que les défenseurs de la morale se déchaînent. Les Fleurs du Mal sont un défi jeté aux lois qui protègent la morale et la religion, un tissu de blasphème et l'expression de la lubricité la plus révoltante. Odieux, ignoble, repoussant, infect, les moralistes n'ont pas d'adjectif assez fort pour qualifier le recueil. Il faut bien dire que les Français ne sont pas prêts à un tel renversement des valeurs esthétiques. 13 poèmes sont retenus pour offense à la morale publique et aux bonnes mœurs et offense à la moralité religieuse. On conseille à Baudelaire de prendre un avocat célèbre pour donner encore plus de retentissement à son procès et donc de publicité à son recueil. Il se tourne vers l'illustre maître Chas-d'Estanges. Celui-ci est sur le point d'être nommé procureur impérial et confie l'affaire à son fils, l'autre maître Chas-d'Estanges, le même, mais en version débutant. L'audience s'ouvre le 20 août 1857 devant la 6e chambre correctionnelle de la Seine sous la présidence de Jules-Charles Dupaty. Il n'y a pas grand monde dans la salle. Le procès d'un poète inconnu ne passionne pas les foules. Comme à son habitude, le poète a l'élégance désinvolte.
Il porte une redingote noire, comme on n'en fait plus depuis des années. Sous son gilet boutonné haut, une chemise blanche immaculée fait de nombreux plis. Si on s'approche un peu, on voit qu'elle est usée au col et au poignet. Son pantalon tire-bouchonne sur ses souliers vernis au lustre impeccable. Sa cravate est très négligemment nouée. Baudelaire reste silencieux car ses amis lui ont recommandé de se méfier de son tempérament volcanique. L'avocat général, l'accusateur, s'appelle Ernest Pinard. Il a un air d'aristocrate et un maintien hautain et rigide. À 35 ans, il en paraît 50. Il porte la robe rouge à larges manches et col d'hermine du ministère public. Quelques mois plus tôt, il menait déjà l'accusation contre Madame Bovary. Et ce procès, Pinard l'a perdu. Il n'a pas su faire condamner ce qu'il appelle la poésie de l'adultère. Il entend bien gagner contre Baudelaire. Il faut que le monde comprenne qu'il n'y a pas de bonne littérature sans morale. Il demande, de bonne foi, croyez-vous qu'on puisse tout dire, tout peindre, tout mettre à nu, pourvu qu'on parle ensuite du dégoût né de la débauche et qu'on décrive les maladies qui la punissent ? Pinard pioche ensuite quelques vers explicites parmi les poèmes incriminés et les lit à haute voix. Baudelaire en tremble de tout son corps. Que ces vers, à lui, sortent de cette bouche-là, le choquent profondément. Son art n'est pas fait pour un Pinard qui lit la poésie comme on annonce un rapport de police. Sur le banc des accusés, Charles Baudelaire enfonce ses ongles dans la paume de ses mains pour ne pas hurler. Pinard concède cependant que Baudelaire n'a pas voulu blasphémer, seulement faire de l'étrange, car c'est un esprit tourmenté. Peut-être est-ce son seul péché. Maître Chais-d'Estanges reproche au procureur impérial d'extraire des fragments de leur contexte et d'en dénaturer le sens. Le livre doit être jugé dans son ensemble, et alors, il en ressort une terrible moralité. Oui, Baudelaire peint la beauté du mal, car le mal est beau. C'est bien pour ça qu'on y succombe. Mais il peint aussi la déchéance de celui qui succombe pour qu'elle serve d'exemple aux autres. Baudelaire peint la nature humaine dans toute son étendue. Chais-d'Estanges plaide l'indépendance de l'artiste et la beauté de l'œuvre. Mais le jeune avocat ne convainc pas. Les juges écartent le défi d'offense à la morale religieuse, mais retiennent celui d'offense à la morale publique et aux bonnes mœurs. Baudelaire doit s'acquitter de 300 francs d'amende, ses éditeurs Poulet-Malassier de Broise de 100 francs. Et surtout, le recueil doit être expurgé de 6 de ses poèmes. Baudelaire tombe des nues. Il estime cette condamnation injuste. Elle est née d'un malentendu qui consiste à lire son œuvre sous le verre déformant d'un réalisme grossier. Il ne fait cependant pas appel de la décision, même s'il espère une réduction de peine. Il adresse alors une requête à l'impératrice pour que le ministère de la Justice fasse abaisser le montant de l'amende à 50 francs, ce qu'il obtient. Quant aux 6 poèmes censurés, il se trouve une nouvelle vie sous le manteau. Le procès et la censure donnent au recueil une publicité qu'il n'aurait pas eue sans lui. Mais pour autant, les poèmes sont toujours interdits et pour Baudelaire, c'est une catastrophe. Il ne peut d'abord pas envisager une publication tronquée, car l'architecture du recueil est méticuleuse. Elle lui a demandé des années de travail. Face au succès, l'éditeur fait paraître une deuxième édition en 1861 à 1500 exemplaires. Elle est donc amputée de 6 poèmes condamnés, mais elle est enrichie d'une trentaine d'autres. Ceux-ci forment la section des tableaux parisiens. En 1866, une nouvelle édition paraît qui contient les poèmes interdits. Elle est publiée à Bruxelles, comme les écrivains français censurés ont l'habitude de le faire. C'est aussi par exemple en Belgique que Victor Hugo, exilé par Napoléon III, a fait paraître ses textes. Le recueil publié à Bruxelles s'intitule « Les épaves » et, ô surprise, il est condamné par le tribunal correctionnel de Lille. Vous qui nous écoutez, si vous possédez l'édition interdite des Fleurs du Mal, sachez que vous êtes riche. Quand elle a été frappée d'interdiction en août 1857, le stock des 1100 exemplaires n'était pas épuisé. Avec l'aide de son ami Charles Asselineau, Baudelaire est parvenu à en sauver quelques-uns. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Fouillez vos bibliothèques familiales, on ne sait jamais.
Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi il est désormais possible d'acheter les fleurs du mal chez votre libraire préféré avec les 6 poèmes interdits. Voilà la fin de l'histoire. En 1949, la Société des gens de lettres, qui défend les auteurs, dépose une demande de révision du jugement de 1857. Monsieur le conseiller Falco, qui soutient le dossier en réhabilitation, explique qu'aujourd'hui, je le cite, « Au milieu de la marée montante d'une pornographie à prétention littéraire, on éprouve un peu l'impression paradoxale de plaider pour un livre de la Bibliothèque rose et d'attribuer un prix de vertu. Pendant ces 92 dernières années, la littérature a en effet vu bien pire que les fleurs du mal. » Le 31 mai 1949, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt d'annulation du jugement de 1857. Mais Baudelaire est déjà mort, bien sûr. Ce poète incompris s'est suicidé à l'âge de 46 ans, 10 ans après la parution de son chef-d'œuvre. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. Musiques originales additionnelles, Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours en podcast sur l'application d'Europe 1, mais aussi sur votre plateforme d'écoute favorite et à 15h chaque week-end à l'antenne d'Europe 1. À bientôt! La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trimégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour vers l'enfer, nous descendons d'un pas sans horreur à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous voulons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille orange. Serré, fourmillant comme 1 million d'helminthes dans nos cerveaux, ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Ce poème que vous venez d'entendre, c'est celui qui ouvre les fleurs du mal. Voilà, il vous donne la tonalité de ce recueil et maintenant, je vous invite à le relire.